Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce deuxième rendez-vous de l'année consacré aux 20 ans de la loi de 2005, au cap important que cette loi a permis de franchir, à cette école inclusive dont elle a permis de jeter les bases et qu'elle a défini comme l'objectif à atteindre. Ces tables rondes sont aussi l'occasion de passer en revue le travail qui reste à accomplir, les insuffisances, voire les défauts de la loi, les difficultés de mise en œuvre qui s'y attachent et de façon toujours positive, nous réfléchirons ensemble avec tous les intervenants réunis ce matin aux améliorations nécessaires, aux témoignages, aux volontés à faire partager, celles pour tous les acteurs engagés de travailler toujours davantage en équipe, par exemple. Nous parlerons formation, insertion professionnelle, conception universelle de l'apprentissage, mais également de ces moyens, de ces outils numériques qui s'offrent à nous à partir de maintenant, à partir de 2025. Ils n'existaient pas il y a 20 ans, ils ne demandent qu'à être mis au service des enfants et plus largement des personnes en situation de handicap. Avant de vous présenter les participants à cette première table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Delorme, le secrétaire général de l'enseignement catholique. Vous êtes, Philippe Delorme, en déplacement en région ce matin à Angers, si j'ai bien compris, mais vous avez souhaité être en direct avec nous quelques instants. Je vous cède la parole. Merci Marc, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'ouvrir avec vous cette nouvelle journée qui s'inscrit dans la dynamique que nous avons lancée le 11 février dernier autour de l'éducation inclusive. Ce temps fort, ce nouveau temps fort, marque un point d'étape dans notre engagement collectif et montre combien cette ambition est vivante et active dans notre réseau. Nous avons intitulé l'événement national que vous allez suivre à l'instant « De la réalité vécue dans les territoires aux engagements pour l'enseignement catholique ». Il s'agit pour nous, partant de la réalité des mises en œuvre sur le terrain, des questions qui se posent d'aller progressivement vers les engagements que nous souhaitons prendre ensemble pour aller toujours davantage vers une école véritablement pour tous. Aujourd'hui donc, je me trouve à Angers, au cœur de l'un des nombreux rassemblements régionaux, académiques ou diocésains organisés sur tout le territoire. Et je trouve profondément signifiant de pouvoir lancer cet événement national depuis une région où cet après-midi, plus de 150 acteurs concernés par l'éducation inclusive vont se réunir pour présenter ce qu'ils vivent et pour échanger et partager. Car oui, c'est bien là, aujourd'hui, au plus près du terrain, que l'éducation inclusive se construit jour après jour, avec conviction, avec créativité, grâce à l'engagement de toutes et tous. Cet événement digital, sous la forme d'une table ronde, est pensé comme un espace de réflexion partagée, de mise en lumière des pratiques et de dialogue entre les acteurs de terrain et les institutions. Il permet d'ouvrir un temps commun, tout en laissant place à la diversité des réalités locales. En parallèle de ce rendez-vous national, les acteurs réunis dans les différentes régions poursuivront les échanges, partageront leurs expériences et identifieront ensemble des pistes concrètes pour faire avancer l'inclusion là où cela compte, au plus près des réalités vécues par les enfants et les jeunes, leurs familles et les équipes. C'est par cette articulation entre une vision commune et un engagement local que nous pourrons, ensemble, continuer à faire grandir une école pleinement inclusive. Permettez-moi de remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué à cette journée, ici, en national comme dans les territoires. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence et pour votre engagement. Belle et bonne journée, qu'elle porte du fruit et permettent aux plus fragiles d'être toujours mieux accueillis et accompagnés pour qu'ils puissent vivre, eux aussi, une belle scolarité. Merci beaucoup. Merci Philippe Delorme pour ces propos qui illustrent parfaitement l'esprit de ces tables rondes tout en précisant leur cadre et l'ambition poursuivie, celle de l'engagement, des engagements de l'enseignement catholique. Pour cette première table ronde qui sera plus spécifiquement consacrée dans un premier temps au lien entre acteurs de l'école inclusive, en particulier avec ceux du médico-social
et aux problématiques de l'insertion professionnelle. J'ai le plaisir d'accueillir, je vous les présente à l'instant, Elisabeth Borjon, directrice pédagogique du DITEP Prado, Nathalie Tretiakov, adjointe au secrétaire général que nous venons d'entendre, Jean-Luc Lambert, chef d'établissement de Saint-Martin de Roubaix, établissement du second degré, Yves Delaporte, chef d'entreprise, il a créé Citadelle, écrivez le apostrophe L, comme les ailes d'un oiseau. Il s'agit d'une entreprise adaptée, EA. Il nous expliquera ce dont il s'agit pour ceux qui ne sont pas familiers de la notion. Yves est venu accompagné d'un de ceux qu'il a embauché puis coaché. Il s'agit de Marin Perchet, 22 ans. Marin est aujourd'hui employé dans une bibliothèque et il nous en parlera. La thématique, le fil rouge, si vous préférez, de cet échange se résume en une question. Comment mieux faire coopérer tous les acteurs pour la réussite d'un jeune en situation de handicap, à commencer par les acteurs du médico-social. Jean-Luc Lambert, peut-être un constat d'abord. On a besoin des professionnels du médico-social, mais quand on s'est parlé, je vous ai entendu me dire, on marche quand même toujours sur la tête. Pourquoi ? Oui, effectivement, je pense que l'inclusion se fait, normalement, et c'est dans les textes au niveau de l'enseignement. On a les ULIS, on peut créer des choses, mais on a besoin des partenaires professionnels autres que de l'enseignement. Parce qu'on ne parle plus, je pense, quand on parle d'inclusion professionnelle, d'adaptation, on ne parle plus, de compensation, mais plus d'adaptation. Et on doit faire en sorte que le jeune soit pris dans sa globalité, mais également son environnement soit pris en compte, que ce soit la famille, que ce soit le milieu professionnel, et notamment les chefs d'entreprise, travailler ensemble pour faire en sorte que le jeune ne soit pas exclu après le système dit classique de l'enseignement, avec les ULIS, et notamment ce que l'on a essayé de créer, les ULIP, pour dire d'adapter la formation du jeune, la formation professionnelle, aux difficultés que le jeune rencontre. Donc on est bien dans une adaptation et non plus une compensation scolaire, comme on peut le vivre en collège, et c'est tout à fait légitime. Il faut casser des barrières, dites-vous, lesquelles ? Il faut casser les barrières de clans, j'oserais dire, de dispositifs qui travaillent et œuvrent pour le bien des jeunes porteurs de handicap, mais ces dispositifs ne sont pas assez en lien avec j'allais dire globalement, il faudrait que l'on travaille davantage en équipe pour le bien du jeune, et aussi avec les parents. L'équipe, c'est le maître mot. C'est un changement qu'il faut faire s'opérer dans les mentalités, ou est-ce que c'est, j'allais dire, plus structurel que ça ? Je pense que lorsqu'on parle d'inclusion professionnelle, on ne parle plus d'inclusion scolaire. Et donc, ça demande beaucoup plus de recul par rapport aux difficultés que le jeune rencontre, parce que là, comme je dis souvent à mes petits jeunes, vous allez rentrer dans la vraie vie. La vraie vie avec les difficultés de l'économie, les difficultés réelles du travail. Et donc cette inclusion professionnelle demande à ce que l'on réétudie notre fonctionnement actuel. Je vais prendre un exemple très simple. Un jeune qui a une notification de la MDPH, une notification ULIS, il est pris en charge. Et ça commence à venir, j'en parlais avec la collègue, ça commence à venir, on commence à faire du lien avec les dispositifs médico-sociaux, mais il y a encore beaucoup de travail. Après, il n'y a pas que les dispositifs médico-sociaux, il y a également Cap Emploi, les missions locales. Et bien souvent, on a du mal à faire du lien. Question de temps, question de personnes, question de mentalité. L'éducation, j'oserais dire nationale, doit s'ouvrir davantage au milieu professionnel. Et d'ailleurs, on le vit actuellement dans les lycées professionnels, où avec la réforme des lycées professionnels et l'apprentissage, c'est deux mondes qui se sont rencontrés. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait deux mondes qui se rencontrent, le médico-social, Pôle emploi, les missions locales et l'enseignement spécialisé. Où sont les résistances, M. Lambert ? C'est une question de personne, je pense. Une question de personne, seulement ? Une question de personne. Je pense que quand on a de la bonne volonté, toutes les personnes autour de la table de bonne volonté, on peut arriver à faire de belles choses pour ces petits jeunes. Mais il faut que les personnes concernées se mettent ensemble autour d'une table. Ça ne peut pas tomber d'en haut, ni du ministère, ni d'ailleurs. On est bien d'accord ? Exactement. Et c'est ce que l'on vit sur le terrain. Et l'ULIP, qui est de la notification ULIS au niveau de l'éducation nationale,
ne suffit plus. On a donc créé le DIFEP, le dispositif, où là, ça devient un dispositif indépendant. Mais on devait créer quelque chose pour éviter que le jeune se retrouve sans rien, hein, et qu'on continue à avoir ce filet de sécurité, hein, pour l'aider à ne pas perdre toutes les compétences acquises et les connaissances acquises durant tout son cursus scolaire, mais également adapter le monde du travail, aider l'entreprise à adapter le poste pour qu'on puisse réellement avoir une insertion professionnelle. On parlait des relations avec le médico-éducatif. Madame Borjon, vous êtes directrice pédagogique d'un DITEP. Alors déjà, il y a beaucoup d'acronymes, hein, dans ce monde, hein, beaucoup de sigles. Les DITEP, c'est quoi? Alors les DITEP, c'est quoi? C'est un dispositif intégré, thérapeutique, éducatif et pédagogique. Donc on a tout en un. On a de l'éducatif, on a des enseignants, des éducateurs spécialisés, un pôle soins, une plateforme de soins, psychologues, psychomotriciennes, orthophonistes, au service des besoins de l'élève, du jeune, puisqu'il n'est pas qu'élève dans nos institutions, il est élève, il est jeune, il est enfant de ses parents, de sa famille. Apprenant. Et donc nous sommes au service de ces besoins. Des besoins qui sont repérés, évalués par les professionnels que nous sommes, mais aussi qui nous sont, ces jeunes nous sont confiés par l'extérieur. On n'est quand même pas une structure fermée sur elle-même, puisque depuis quelques années, quand même, nous assistons à une commande qui est la désinstitutionnalisation de nos jeunes, je l'ai bien dit. Oui. Et voilà, donc nous, on va là où vit, là où est la vraie place de ce jeune, c'est-à-dire dans le milieu ordinaire. C'est là où je rejoins donc mon collègue. On est au service non seulement de ce jeune, de sa famille et de ses partenaires, mais également des établissements scolaires. Dans notre DITEP, par exemple, nous avons 80% de notre effectif inclus de façon individuelle ou dans des classes externalisées dans les établissements scolaires, privés et publics. Vous êtes mobile, en fait. Alors, on est de plus en plus mobile, mais aujourd'hui, la commande de l'ARS, c'est vraiment de notre financeur, hein, c'est vraiment d'être au plus près des besoins des élèves, dans le milieu ordinaire, et donc de se rendre de plus en plus mobile, effectivement. Vous direz que c'est vous direz que c'est le dispositif peut-être le plus adapté à ce jour, ou il y a encore du chemin à parcourir? Alors, oui, la mobilité, c'est vraiment un paramètre primordial pour éviter toute rupture dans le parcours du jeune. Nous, notre travail, c'est vraiment d'être dans la prévention, ça c'est une nouvelle mission, d'être dans l'accompagnement des besoins pour arriver à éviter la rupture dans le parcours. Le profil des jeunes qui sont concernés par les DITEP, quel est-il? En DITEP, alors ils ont un handicap invisible et pourtant très handicapant, si je puis dire. C'est vraiment les troubles du comportement. Et les troubles du comportement, ce sont des troubles neurodéveloppementaux, hein. C'est très très large. On a un jeune, des troubles qui sont totalement différents d'un jeune à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il y a une plateforme, finalement, de professionnels très élargie pour pouvoir faire face à tous les besoins. Je voudrais vous poser une question très, très générale à vous tous. Est-ce qu'il y a un problème qui naît du fait que le médico-social dépendrait du ministère des Affaires sociales et de la Santé, alors que les unités d'enseignement et les établissements, de manière générale, dépendent du ministère de l'Éducation nationale? Madame Borjon. Eh bien, non. Non. Ça ne devrait pas l'être. Ça l'est de moins en moins, quand même. Mais ça l'a été. Et ça l'a été. Voilà. C'était deux chapelles, quand même différentes, deux mondes différents. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une vraie volonté, une volonté très forte de vouloir faire coexister les deux mondes. Alors, de moins en moins de façon parallèle, de plus en plus ensemble, en lien. Je dirais que le maître mot, c'est ensemble, c'est aussi faire des liens. Je rejoins tout à fait mon collègue. Plus on se rendra moins étrangers les uns aux autres, plus on se rendra moins étrangers vis-à-vis des familles, vis-à-vis des partenaires, plus on fera appel à nous, médico-social. C'est à nous aussi de faire la démarche de nous rendre plus visibles. Monsieur Lambert,
ajouter? Non, je pense que c'est tout à fait ça. Je pense qu'il faut faire du lien. Après, effectivement, on a quand même deux grandes chapelles, hein, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé. Et c'est vraiment ce qui se vit sur le terrain qui pourra, à mon avis, faire bouger les choses pour que les jeunes puissent s'y retrouver. Madame Tretiakov, un point sur l'ensemble de ce qui vient d'être dit, et on donnera ensuite la parole au chef d'entreprise qui nous accompagne, M. Delaporte, qui a lui aussi un mot à ajouter. Merci beaucoup. Je partage complètement ce que vous venez de dire. D'abord, qu'effectivement, on sent bien que les choses évoluent, que le lien entre le médico-social et le scolaire est en train de se mettre en œuvre depuis plusieurs années. Et tant mieux. Alors là, il est même, on va dire officiellement, par la CNH, pardon, la Conférence nationale du handicap, ou les commissions interministérielles, vraiment rappelé comme étant un besoin tout à fait spécifique. Et ça, je m'en réjouis. Sur quoi je voudrais revenir pour notre réseau et par rapport justement à cette dynamique des territoires pour aller vers des engagements, je crois que vous avez dit des choses extrêmement importantes qui sont l'importance de faire du lien, de casser les barrières, que les choses reposent beaucoup sur les personnes, et ça je le crois, parce que très honnêtement, moi j'ai vu dans notre réseau, et je le vois encore, que tout ce qui bouge, c'est grâce à des initiatives portées par des personnes. Jean-Luc en est un exemple, vous en êtes un autre, vous en êtes tous des exemples autour de cette table-là. Et donc je crois qu'il faut vraiment qu'on encourage cela. En revanche, pour pas que ça s'épuise, pour pas que les personnes s'épuisent, il faut aussi qu'elles puissent trouver une forme de soutien et d'accompagnement. Et en tout cas, au moins une forme d'écoute en disant, on entend, on comprend, et à la place où on est, en tout cas c'est ce qu'on souhaite faire nous au niveau du secrétariat général, on va essayer de vous rendre, si c'est possible, les choses les plus faciles. Parce que c'est vrai que ce sont deux mondes qui ne se sont pas construits du tout de la même façon, qui, pour le bien du jeune, sont amenés à se rencontrer, et puis je crois que là, ça met tout le monde d'accord, voilà, mais qui, du coup, doivent faire du nouveau avec des habitudes des deux côtés qui sont, les deux, extrêmement intéressantes. Voilà. Donc, deux mondes à faire se découvrir. Voilà ce que j'ai envie de dire, et je reviendrai peut-être sur la mobilité, mais plus tard. Monsieur Delaporte. Merci. Je rajouterai simplement, n'oubliez pas un troisième ministère, qui est le ministère du Travail. Ouais, tout à fait. Parce qu'il est directement concerné, parce que moi, en tant que dirigeant d'une entreprise adaptée, je dépends du ministère du Travail, donc de la DIRECT, de la DRIET. Et donc, ce troisième ministère a son importance, et donc il faut vraiment l'associer aussi à cet environnement-là, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez Cap Emploi et Pôle Emploi qui se sont regroupés dans France Travail, et qui dépend bien entendu du ministère du Travail. Je voudrais qu'on prenne la mesure, parce qu'on l'avait déjà abordé lors d'une table ronde précédente en janvier, l'existence de ce mur administratif qui est souvent évoqué, y compris par des députés ou des parlementaires quand ils sont chargés de rapports sur ces questions-là, des démarches répétitives, des délais de réponse de l'administration qui sont beaucoup trop longs, la formation de certaines personnes qui est sans doute perfectible, et des effectifs qui en classe restent quand même pour la France les plus chargés d'Europe. Est-ce que c'est aussi là une des clés d'arriver à rendre ce mur peut-être un petit peu moins haut? Est-ce que c'est caricatural ce qui est dit, ou est-ce que c'est encore la réalité? C'est juste, effectivement. Vous êtes sans mots. Oui, parce que... Donc, je pense que je reviens effectivement ce ministère du Travail. Lorsqu'on qu'on gère une entreprise ou une structure, on est confronté quand même à tout ce code du travail qui joue énormément dans cette notion d'inclusion professionnelle pour les jeunes porteurs de handicap, puisque c'est encore, excusez-moi l'expression, mais un boulet en plus, et des attentions beaucoup plus ciblées et difficiles à trouver des solutions pour que le jeune puisse s'insérer. On va prendre l'exemple, on peut s'adapter, on peut adapter la formation initiale, la formation professionnelle, on peut adapter les PFMP, les stages en lycée professionnel,
On peut, nous, au niveau de l'enseignement, adapter, et on a beaucoup de personnes très motivées et volontaires pour aider ces jeunes. Et on peut remercier tous les enseignants qui se forment et qui veulent accueillir ces jeunes dans les classes. Le problème, c'est que le monde du travail n'est pas une classe. Un chef d'entreprise n'est pas un enseignant. Il faut aussi l'aider à adapter ce poste, adapter l'organisation de son entreprise pour pouvoir inclure, accepter un jeune porteur d'handicap et adapter le fonctionnement de l'entreprise. Et bien souvent, ces chefs d'entreprise, on le voit dans les stages, on le voit dans l'apprentissage, bien souvent, ces entreprises manquent de moyens, parce que l'adaptation demande quand même un financement parfois assez lourd, manque de compétences et demande que de l'aide, et ils sont bloqués pour des aspects administratifs. On va revenir sur l'aspect entreprise avec M. Delaporte dans un instant. Mais je voulais vous poser une question. On parlait des acronymes tout à l'heure, on parlait de certains organismes. Il y en a qui naissent, il y en a qui disparaissent, il y en a qui semblent être entre les deux. Parmi les mesures qui ont été décidées récemment, les PASS, les pôles d'appui à la scolarité, déployés en remplacement des PIAL. Et on fait, si j'ai bien compris, une expérience dans 4 départements. Qu'est-ce que ça apporte, cette multiplication d'organismes de ce type? Est-ce que celui-là, par exemple, est-ce que vous pourriez m'en démontrer la nécessité et l'utilité? Les PASS. Personnellement, je ne vois pas l'utilité, franchement, de ce changement. Alors, je ne maîtrise pas encore vraiment les tenants, les aboutissants sur le terrain. Oui. Sur le terrain. Mais je pense qu'à force de modifier des dispositifs que l'on a intégrés dans notre système, qu'on a adaptés à notre système, si on les change pour peut-être une bonne solution, je pense que toutes les idées qui viennent de là-haut sont certainement mûries et réfléchies, mais sur le terrain, on vit quand même d'autres choses. Et on a toujours cette difficulté. Le PIAL est à parfaire, certainement. Maintenant, le PASS, c'est très bien en soi. Mais la problématique reste la même. C'est mon ressenti, là, pour ce... Madame ? Alors, nous, on est très intéressés par les PASS, puisque c'était pour ça que je réfléchissais tout à l'heure. Je me disais, mais oui, mais on est dans le PASS, en fait. On est dans vraiment cette histoire de faire tomber les barrières. Et où le médico-social est invité et convoqué à cet endroit dans l'éducation nationale. Et là, nous, on est très intéressés pour y venir, parce que pour l'instant, on a tous des idées et on met en place des dispositifs originaux pour pouvoir être au service des établissements scolaires, au service de nos jeunes, pour qu'ils puissent rester ou revenir dans les établissements scolaires. Et les PASS, c'est une réponse finalement commune entre l'éducation nationale et l'ARS pour pouvoir faire coexister ces 2 tutelles au service des besoins du jeune, là où, dans son milieu naturel, qui est le monde ordinaire. Donc nous, les PASS, on est très très intéressés. On ne loupera pas le coche, en tout cas au DITEP Prado, on ne loupera pas le coche pour pouvoir être une partie prenante, On a déjà un retour sur les 4 expériences faites au niveau départemental. Oui, Madame Tretiak. On a monté un groupe avec ces 4 départements, avec donc les 4 diocèses qui sont impliqués, et pour justement travailler à remarquer un peu les points communs, les diversités, à voir quelles sont les questions qui se posent, pour en faire profiter tous les autres, puisque c'est prévu d'être étendu à la rentrée prochaine pour 500 passes de plus, a priori généralisé, ça vient d'être confirmé à la rentrée 2027. Donc oui, c'est très important parce que, à mon avis, il n'y aura jamais une seule réalité de passe, et heureusement, parce que ça veut dire qu'une structure, un dispositif s'adapte bien au contexte dans lequel il est, avec des personnes qui, justement, apporteront des choses différentes. Et c'est vrai que je vous rejoins. Moi, il y a 2 points qui me paraissent très intéressants. Un, c'est un premier lieu de jonction entre le médico-social et le scolaire. On pourrait faire rentrer... alors, ça sera la préoccupation de l'emploi, elle y sera forcément, en fonction de l'âge des élèves auxquels s'adresse le PASS. Et il y a une deuxième chose, c'est le niveau d'intervention. Je crois que le PASS permet d'ouvrir davantage en se disant, c'est pas
c'est un peu caricatural, c'est-à-dire on a les notifiés d'un côté et on a ceux qui ne le sont pas. Et on sait bien que le besoin éducatif particulier de l'handicap est extrêmement divers et que certains ont besoin sans aller jusqu'à la notification, mais ils ont besoin d'une adaptation. Et le PASS permet cette réponse de premier niveau qui, en principe, doit être plus rapide. Ce que nous ont dit les départements préfigurateurs, c'est que globalement, c'est plutôt positif et c'est plutôt un peu plus rapide. Bon, après, voilà, ça doit se construire aussi. Vous commencez à être convaincu, monsieur Lambert? Disons que, oui, je voudrais reprendre parce que ça va peut-être choquer. Quand je parle, moi, du PASS, bien sûr, l'utilité du PASS est intéressante, mais on parle bien du monde scolaire. Oui, tout à fait. Et de nouveau, moi, j'étais sur le registre de l'inclusion professionnelle. Oui. Et donc, pour l'instant, on met en place un dispositif de compensation qui est tout à fait nécessaire, parce qu'on fait du lien avec les professionnels de la santé, mais pour l'instant, ça ne donne pas des pistes d'action officielles au niveau de l'insertion professionnelle en entreprise. C'est là-dessus, je corrige un peu mes propos, puisque effectivement... Mais tu as raison. Et ça, c'est sans doute vraiment une visée à avoir. Voilà. Mais, monsieur Delaporte, vous n'êtes pas un organisme de formation, vous n'êtes pas une entreprise de formation. Néanmoins, c'est un sujet qui vous concerne et vous tenez sans doute très, très, très au courant de ce qui se passe et de ce qui évolue dans ce monde-là. Mais si vous avez envie d'en dire un mot, sentez-vous libre de le faire. Je voudrais qu'on parle de votre entreprise. C'est-à-dire de ce qui est une EA, encore une fois un petit acronyme, entreprise adaptée. Est-ce que vous pouvez nous lire? Alors effectivement, c'est l'agrément du ministère du Travail. Vous rappeliez tout à l'heure l'importance du ministère du Travail. En l'occurrence, votre entreprise dépend du ministère du Travail. Elle a l'agrément de ce ministère, c'est ça? Tout à fait. Et j'allais dire la vocation de l'entreprise adaptée, c'est quoi? Vous avez abandonné ce que vous faisiez il y a 12 ans et vous êtes lancé dans cette aventure-là. Expliquez-nous. Tout à fait. En fait, alors je voudrais resituer ce que c'est qu'une entreprise adaptée par rapport à un ESAT, établissement d'aide par le travail. L'ESAT dépend en effet de l'ARS et donc du ministère de la Santé. Nous, entreprise adaptée, nous dépendons du ministère du Travail avec un agrément particulier et nous sommes dans le secteur ordinaire, quelque part. On respecte 100% du Code du travail, de la lourdeur du Code du travail aussi, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ce qui est pas toujours très très simple. Maintenant, pour répondre à votre question, j'ai créé donc Citadel en 2015, donc ça fait une dizaine d'années, avec la volonté de me rendre utile dans mon travail quotidien. J'avais une direction commerciale dans des grands groupes et tout se passait très bien, le salaire était sympathique. Mais néanmoins, avec les objectifs vous laissaient un peu froid. Voilà, des objectifs annuels, toujours 10% de plus, etc. Et à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Et j'avais envie de savoir pourquoi je me levais le matin. Et voilà, j'ai trouvé une vocation qui m'a semblé plus correspondre au fond de mon caractère. Et je sais pourquoi je me lève le matin. Voilà, pour donner un coup de main aux uns et aux autres. Et il y en a besoin. Donc on accueille dans une entreprise adaptée des gens qui sont peut-être un peu moins abîmés par le handicap que dans un ESAT. Des gens qui sont, donc étant entreprise ordinaire, on a vocation aussi à, être une société économiquement rentable. D'accord ? Même si on a des aides de l'État, on est économiquement rentable. Et donc on a des objectifs obligatoirement de rentabilité et d'efficience à respecter, à mettre en place dans nos structures. Vous vous définissez comme un lieu de passage et de réinsertion. Alors, ou d'insertion. Ça, c'est ma vocation personnelle, du moins la façon dont je construis l'entreprise adaptée Citadel. Certaines entreprises, d'autres entreprises adaptées, conservent en leur sein des personnes en situation de handicap sur des longues périodes. Moi, j'estime que j'ai construit les choses en disant on est un lieu d'insertion, de professionnalisation des jeunes et des moins jeunes. Je veux dire, ça peut toucher des jeunes un peu comme Marin aujourd'hui. Le handicap, ça peut être des handicaps au cours de la vie. Il y en a même beaucoup. Que ça soit un burn-out, que ça soit un cancer, que ça soit
un accident divers et varié de la vie quotidienne et qui vous emmène vers le handicap. Donc on a embauché une personne en situation de handicap de 62 ans, ça ne nous gênait pas, on l'a encore parmi nous, et on embauche des jeunes et on essaye d'accompagner des jeunes. Marin, par exemple, qui nous a rejoints, voilà, il travaillait une journée ou une demi-journée en dehors de ses activités scolaires, quelque part. Et petit à petit, il est monté jusqu'à 20h, 25h chez nous, en ayant d'ailleurs une double activité. Mais il va nous en parler tout à l'heure, peut-être. En tout cas, le but, c'est d'insérer, de professionnaliser des jeunes en situation de handicap. Et pour ça, il faut... Voilà, ça se fait avec beaucoup de doigté, je dirais, d'écoute et puis d'adaptation. Un jeune ne sera pas pris de la même manière qu'un autre, tout simplement. Le handicap, c'est extrêmement vaste. Comment vous choisissez vos clients, si j'ose dire, et comment vous choisissez les candidats que vous allez leur proposer? Alors, on travaille aussi bien en atelier chez nous que chez nos clients. Donc, il y a les deux formules. On va mettre chez nos clients des gens, des travailleurs qui sont plus autonomes, indépendants. Donc il faut mettre en place une forme d'autonomie et d'indépendance. Alors l'autonomie, elle peut être diverse et variée. Je veux dire, ça peut être, je connais très bien mon clavier, je suis capable de faire de l'administratif, mais en même temps, je suis incapable de me déplacer à plus de 3 km de chez moi, et comment je fais Ou j'ai besoin d'un siège ergonomique, ça c'est facile. Il y a aussi parfois des problématiques je dirais, d'écoute ou de communication. Voilà, on insère chez nous une personne qui n'entend pas bien, ne voit pas bien et communique difficilement. Et pourtant, il est remarquable dans son travail. Mais ça nécessite de notre part, nous, accompagnants, d'avoir vraiment une adaptation permanente à la demande, aux besoins, voilà, d'une façon générale. Ensuite, pour répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure sur est-ce que je choisis mes clients? Oui. Oui, parce que je ne peux pas mettre chez mes clients où les clients feraient fonctionner leurs collaborateurs, excusez-moi du terme, à l'hashtag, du moins avec une pression trop forte. Systématiquement, une personne en situation de handicap ne supporte pas le stress, ou du moins la majeure partie d'entre eux. Donc il faut faire très attention à ça et voilà, être attentif à ce genre de choses. Alors, Marin, d'abord merci d'être là, parce que c'est très sympa. Et alors vous supportez pas le bruit et vous avez choisi de travailler dans une bibliothèque. C'est parfait. Hein? Bon, racontez-nous comment ça s'est passé. C'est-à-dire depuis le début. Je veux dire, à partir du moment où vous faites la connaissance de ce monsieur et maintenant où vous êtes, je ne sais pas combien d'heures par semaine à la médiathèque de Verrières-le-Buisson. C'est ça. Voilà, racontez-nous un petit peu. Et en fait, ça a commencé en 2019, où j'ai arrêté mes 2 ans à l'école professionnelle sans fonction d'assises à Font-des-Roses, qui a une classe Ulysse, justement. Et du coup, grâce à cette école, et grâce à cette classe Ulysse, j'ai pu quand même avoir un avant-goût de ce que c'est le monde professionnel. Par exemple, c'est quoi un planning? C'est quoi avant moi, j'ai découvert avec joie le cours du commerce. Parce que déjà à la base, je dois avouer, à cause de mon handicap, j'ai vraiment mal avec les multiplications. C'est ça. Et du coup,
j'ai découvert le monde de l'argent, c'est quoi TTC, hors taxe, tout ce petit monde que avant je ne connaissais pas, ou alors que j'ai entendu par rapport via l'oreille, c'est-à-dire par rapport à mes collègues, par rapport à mes parents, voilà, c'est comme ça. Et entre l'Ulysse et la médiathèque, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment plongé dans ce monde avec un recul. Oui. Parce que c'est comme ça que je vis personnellement. C'est que déjà avant, pendant mes périodes scolaires, il y avait quand même des activités hors scolaires. Orthophoniste, ergothérapeute, etc. Et donc, quand j'ai eu mon bac, mention bien, je crois, et que je découvre, paf, ça y est, j'ai plus de travail, je veux plus à l'école. Du coup, une impression de vide, peut-être. Mais en même temps, dans un monde que je connaissais déjà, c'est-à-dire, marin, tu vas pas travailler, mais tu vas aller dans des lieux, par exemple à la piscine, des cours pour moi, par exemple, reste cette pause scolaire et vie professionnelle, j'ai pu avoir, eu la chance de faire des heures de langue des signes, parce que comme je trouve que je ne vais pas trop toucher, et comme le monde du handicap me touche beaucoup, et comme j'ai vécu aussi la chance de vivre avec des sourds ou des malentendants dans mes 2 ans de lycée professionnel. Et du coup, donc vous avez travaillé une nouvelle forme d'expression, absolument, et de parole. Et donc aujourd'hui, la bibliothèque, c'est votre univers, c'est l'environnement où vous plaisez. Vous adorez les livres, je crois. Bon, a priori, tout va bien. Et là, vous avez quel type de contrat, par exemple? J'ai un CDD. Oui. CDI? CDD. Justement, c'est mon rêve d'être en CDI. CDI. Oui. Parce que pour moi, c'est vraiment une preuve que j'ai réussi mon parcours en situation de handicap. Oui. Et du coup, j'attends avec impatience ce passage. Et comme pour l'instant, j'ai eu la chance de faire des CDD variés, c'est-à-dire réellement 1 mois ou 6 mois, ça dépendait du temps. Et en plus, comme j'ai commencé que par travailler que le samedi, j'ai commencé en 2024, travailler 25 heures par semaine. C'est mon maximum. J'ai fait un test en été, et c'était à la fin de 30 heures. Fatigabilité. J'étais vraiment ratata. Et du coup, 25 heures, ça me convenait. Bon, donc vous avez trouvé un bon équilibre, en fait. Et Yves Delaporte, un mot à ajouter? Parce que ce qu'il dit pas, parce qu'il n'a pas envie de vous remercier, c'est ce que vous lui avez apporté. En fait, ce qu'on lui a apporté, c'est beaucoup d'écoute. Vous parliez tout à l'heure de lien avec les parents. Ça me semble très, très important. Non seulement avec le système scolaire, mais l'environnement familial porte énormément. C'est-à-dire
il a la chance d'avoir un père, une mère, des frères et sœurs, le tout étant très très porteur. En fait, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche beaucoup de bienveillance autour des personnes en situation de handicap, de l'écoute, de la bienveillance et de l'adaptation permanente. Le monde de l'entreprise est parfois conscient, ou pas conscient plus exactement, qu'ils peuvent accueillir. Et c'est vous qui m'avez dit ça, je crois. Oui, je pense que le monde de l'entreprise, les chefs d'entreprise sont tellement pris par les obligations diverses et variées que c'est déjà difficile d'embaucher, de faire en sorte que l'entreprise tourne avec du personnel compétent. Prendre le temps de réfléchir sur l'adaptation, c'est très compliqué. Et beaucoup d'entreprises ne sont pas conscientes qu'il y a du personnel professionnel, des gens professionnels dans le domaine du handicap. Je prends l'exemple que monsieur soulignait. Avant d'adapter le poste à la personne, on lui pose, on le découvre, hein, on essaie de voir quelle est la problématique et de trouver des adaptations. Et moi, un élève, enfin un jeune me disait j'en ai marre de toujours dire ce que j'ai, de souligner mon problème. Et donc, il va dans une entreprise en stage, il doit dire qu'il a tel problème et qu'il faut une telle adaptation, ou il ne sait pas l'exprimer d'ailleurs, il ne sait pas le définir. Alors que les enseignants qui vivent avec ce jeune pendant 2, 3 ans, voire 4 ans, connaissent très bien la problématique et l'adaptation adaptée. Et là, de nouveau, c'est une question de lien. Simplement de contact avec les enseignants et l'entreprise, de contact avec les enseignants et le centre médico-social et l'entreprise, et puis d'y mettre aussi en jeu, dans le rouage, les parents. Parce que beaucoup de parents méconnaissent ou refusent de voir la difficulté. Moi, je suis toujours très surpris de voir des parents qui ont peur lorsqu'on emploie le terme RQTH. Ah non, il est à la MDPH, il y a une notification. Il y a une notification, mais il n'est pas RQTH. Si. Et je pense qu'il faut parler vrai aussi aux familles, parler vrai aussi aux jeunes, et puis leur dire, voilà ta problématique. Je sais pas la peine de le répéter, on va le dire à l'entreprise. Et ensemble, on va travailler pour que tu puisses arrêter de souligner ta difficulté, mais de montrer tes compétences. Parce que c'est une question aussi d'estime de soi. Il faut tout de même que les employeurs soient au courant de certaines choses. Vous m'avez parfois dit que dans certains cas, des patrons, des employeurs avaient fait de mauvais gestes, alors même que, bon, on parlait du bruit tout à l'heure, c'est le cas de Victoire, si je me souviens bien, qui lors d'un syndrome d'Asperger dans une cuisine, donc un restaurant. C'est ça. Et pendant le coup de feu, un restaurant, on imagine bien, ça crie, ça fait oui chef. Et Victoire, elle était figée, elle ne pouvait alors qu'elle plus faisait travailler. Très bien son travail. Oui, et en fait, lorsque le poste était adapté, ça a permis, ça date maintenant, c'était une des premières jeunes que mon équipe a inséré et qu'une entreprise a embauché. Mais cette petite Victoire travaillait très bien, mais il fallait du calme. Et au bout d'1 an, le chef d'entreprise a dit à ma collègue qui est à l'origine du DIFEP, Sophie, de dire tout compte fait, ça a apaisé l'équipe. Parce que l'équipe sait n'a plus besoin de crier. Sinon, Victoire ne va pas bien se sortir et elle va désarrêter le poisson de façon de travers, alors qu'elle fait très bien son boulot. Autre exemple, le chef d'entreprise, imaginez pas qu'on peut donner qu'une tâche à un employé. Quand on embauche quelqu'un, c'est presque un multitâche. Hein, ça permet surtout en restauration. Mais là, dire, non, c'est peut-être que 20 heures semaine, ça suffit. Et c'est de telle heure à telle heure, parce qu'après, il y a une question de fatigabilité. Et puis, c'est pendant le coup de feu, ou avant, on désarrête le poisson et on épluche les légumes. Et les légumes, ils sont super bien épluchés. Nickel. Et le jeune est heureux. Et le matin, il va chercher... Et l'employeur aussi. Et l'employeur aussi. Surtout si ça ramène le calme dans son équipe. Et voilà. Et l'équipe aussi. Et dans cette cuisine, tout le monde était beaucoup plus serein. Yves Delaporte. Je voudrais quand même préciser que moi, en tant que chef d'entreprise, je n'ai pas le droit de poser de questions sur le handicap. C'est interdit. C'est ce code du travail, tout simplement. Et donc, quand vous regardez un curriculum, rien n'est marqué
Il y a concernant le handicap. Marqué RQTH, en général c'est marqué RQTH, mais au-delà de ça, je ne sais rien. Donc, et je n'ai pas le droit de poser de questions. Donc en fait, beaucoup de flair, beaucoup d'expérience, beaucoup de... alors, je peux poser des questions et tourner un petit peu autour du pot en disant quelles sont les conséquences sur votre travail de votre handicap. Mais à aucun moment, je ne dois dire quel est le handicap. Et je n'ai pas accès au dossier médical et je n'ai pas accès à l'expérience des éducateurs, quelque part. Et donc, voilà, c'est au feeling. Les choses complexes. C'est au feeling. C'est au feeling, oui, oui. Tout à fait. Attendez, Madame Bourgeon d'abord. Oui, je me faisais réflexion. En fait, un environnement inclusif, c'est un environnement adapté. Et lorsqu'on fait une adaptation pour l'un, on ne le sait jamais. On ne le sait pas toujours tout de suite ou d'emblée. Mais cette adaptation, elle va aussi profiter aux autres salariés, aux autres jeunes, aux autres élèves. Donc, c'est vraiment ça la clé de l'inclusion. C'est l'adaptation. Mais finalement, si on est dans l'adaptation d'emblée pour tous, eh bien, on est dans l'inclusion. Et là, vraiment, je pense que quand on pourra réfléchir en se disant « je vais mettre en place une multitude d'entrées possibles pour arriver à l'apprentissage ou à un travail le plus adapté possible », eh bien, on sera dans l'inclusion sans le savoir. Nathalie Tretiakov. En fait, je trouve ça très intéressant ce que vous avez dit. Alors, je le savais, mais tout d'un coup, ce qui m'a sauté à l'esprit, en fait, vous dites, je n'ai pas le droit de connaître le handicap. Et en fait, l'école, elle s'est plutôt construite sur je connais et je construis à partir du trouble. Et le mouvement est en train de venir, à la dernière commission interministérielle là, du mois de mars, je crois, ils l'ont redit. Ou non, c'est dans le projet de loi là, qui est passé très très récemment où ils l'ont redit. Ils ont redit combien ils voulaient faire évoluer tout ce qui est livré parcours inclusif, notamment en accentuant la confidentialité. Et justement le fait de donner la possibilité de ne pas faire connaître le handicap. Alors, il faut que ce soit intelligent. C'est-à-dire que, oui, si on a besoin de savoir, il faut qu'on le sache. Mais en même temps, tout ne se construit pas sans doute sur le fait de connaître qu'on est 10 ou qu'on est... voilà. Et je pense qu'effectivement, quand on voit l'autisme, la variété comment on appelle ça, de troubles, de symptômes, de troubles, etc. Est-ce qu'on a besoin de catégoriser? Est-ce que c'est même pertinent de le faire? Donc je trouve ça que c'est intéressant et je suis en train de me dire, mais en fait l'école, le milieu scolaire est en train de faire ce chemin-là aussi, en se disant attention, ne construisons pas tout sur le trouble. Monsieur Delaporte, les personnes que vous suivez, vous les suivez réellement quand elles sont en mission chez un client. Je veux dire, il ne se passe pas une journée sans que vous preniez des nouvelles de l'employeur comme de la personne que vous avez Alors, systématiquement, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, alors là aussi, en fonction du degré d'autonomie de la personne, mais pour la première semaine de travail, j'aurai la personne en ligne tous les soirs, systématiquement, de façon à pouvoir les accompagner. Et un certain nombre de fois où j'ai quelqu'un que j'appelle le soir, me dit « j'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est trop difficile, il y a trop de choses à apprendre. » C'est vaste. Non, je vais abandonner demain matin, je n'irai pas, c'est pas possible. Et là, moi, je suis chargé de reconstruire cette personne en disant t'inquiète pas, demain ça ira mieux, etc. Et soir après soir, et au bout d'une semaine et au bout de 15 jours, dire ça va, oui, ça va bien, ça se construit, etc. Donc il y a cet accompagnement qui est absolument nécessaire, même si je ne suis pas à côté de lui. Je peux passer ma première demi-journée à côté de lui, mais ensuite, il va être obligé d'être lâché dans la nature. Donc voilà, il faut l'accompagner pour ça. Ça a été votre cas, Marin? Oui. Oui, je pense moins d'autres, mais c'est content que Delaporte est toujours là pour justement m'aider le jour même. Et même, ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est que le premier jour, c'est lui-même qui m'a accueilli dans le hall. C'est pas moi qui est allé tout seul vers son bureau, vers les locaux. Et du coup, déjà, je me suis vraiment accueilli.
Voilà, et aussi, je rebondis sur le fameux mot Kistea, je me sens vraiment accueilli ou à l'écoute. Voilà, je ne me fais pas vraiment abandonner. Voilà. Et ça c'est vraiment une force que j'ai découvert en Ulysse. Grâce à toutes les entreprises, les parents, je me sentais accueilli. Je ne me sentais pas séparé d'autres mondes. Je vous ai vu noter quelque chose, Monsieur Lambert, en écoutant Marin. Je pense que je suis indiscret. Hein. Non, mais tout à fait. Mais je pense que le terme abandon, voilà ce que j'ai écrit, abandon, c'est très important. Je pense que les jeunes sont après ce monde de l'enseignement et le monde du scolaire, et il y a un superbe boulot qui est fait. Et je pense que ça, c'est indéniable. C'est pour l'insertion professionnelle, il faut ce filet de protection. Ce lien avec les adultes, le monde ordinaire et médico-social, que l'on puisse avoir ce filet de protection et qu'ils ne se sentent pas abandonnés et que les familles ne se sentent pas abandonnées. On a bien souvent aussi des familles qui s'enferment avec leur enfant dans ce non-dit, dans ce refus parce que ils en ont eu assez de se battre. Regardez les dossiers MDPH, c'est de la folie. C'est des pages et des pages et des pages pour dire toujours la même chose, et c'est tellement évident. C'est le mur administratif dont je parlais tout à l'heure. Oui, je vais prendre un autre exemple. Pour les examens, les compensations, les demandes d'aménagement, c'est refusé, alors que le jeune est en Ulysse depuis des années, avec un dossier médical épais. C'est de l'administratif. Ouais. On est dans le monde administratif. Et le jeune, dans tout ça, se sent abandonné. Et donc, je te remercie pour ce message, parce que c'est tout à fait ça. Monsieur Delaporte. Je voudrais compléter le propos en disant, n'hésitez surtout pas à aller trouver un partenariat avec les ESAT, avec les entreprises adaptées. Pour ça, vous avez un annuaire qui s'appelle une association qui s'appelle le GESAT, qui regroupe et les ESAT et les entreprises adaptées. Et vous avez une autre association qui s'appelle l'UNEA, Union nationale des entreprises adaptées, qui, eux aussi, regroupent et vous donneront les adresses et les spécificités, les savoir-faire métiers de toutes ces organisations-là. Ça regroupe énormément de monde et je pense que le secteur de l'éducation et les ESAT et les EA auraient seraient bénéfiques les uns pour les autres d'avoir des partenariats réguliers. Madame Borgeon. On a besoin des uns des autres. Oui, Madame Borgeon. On a besoin des uns des autres. Et je voulais dire aussi qu'on a vraiment ce rôle de médiateur, d'accompagnant pour vous, les jeunes, pour les élèves, mais aussi pour les familles. Et c'est là où je peux un peu préciser le terme de mobilité par lequel on a commencé tout à l'heure. C'est cette souplesse qu'aujourd'hui le médico-social présente et fait vivre pour être vraiment dans la fluidité des parcours, dans l'accompagnement des parcours des jeunes qu'elle accompagne, des enfants et des jeunes qu'elle accompagne. C'est là vraiment où on pourra être au plus près des établissements scolaires, au plus près des besoins de ces jeunes, et donc éviter toute rupture, parce que c'est essentiel qu'on soit dans l'optique d'accompagner des enfants et des jeunes gens pour qu'ils soient des citoyens à part entière et pas des citoyens de seconde zone. C'est vraiment un terme qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur, pour le DITEB, mais aussi pour les établissements scolaires avec lesquels nous sommes en partenariat, parce qu'il y en a, faire des citoyens, accompagner des citoyens de première zone.
Madame Tretiakov, vous vouliez dire quelque chose sur la mobilité en début de table ronde. Je pense que la mobilité, parce qu'elle va aussi avec l'agilité, avec la souplesse, vous venez de le dire, est excessivement importante. C'est-à-dire que l'école aujourd'hui, qui pendant longtemps, alors ça date un peu de ce que je dis, mais quand même, c'est plutôt conçu comme une espèce de lieu protecteur, caserne parfois, ça c'est moins bien, voilà, mais un peu une bulle. Aujourd'hui, l'école est invitée à être mobile, à aller vers, mais comme le médico-social est invité aussi encore plus qu'avant, parce qu'il était parfois aussi une bulle potentielle, comme le monde du travail. En fait, je crois qu'on est obligé de casser les barrières, comme vous l'avez dit, et je trouve que ce terme de mobilité est extrêmement intéressant parce qu'il dit une posture pédagogique. Il dit une posture professionnelle aussi, ou d'insertion. Et moi, j'avais été marquée quand j'avais été visitée, parce que c'est un des premiers lieux où j'avais été quand je suis arrivée au secrétariat général, visiter l'établissement de Jean-Luc, l'IFEP, et l'ULIP, et marquée par la mobilité à laquelle étaient prêts les enseignants, les éducateurs, qui, un peu comme ce que vous avez dit, accompagner les jeunes en fonction des besoins. Mais n'hésitez pas à sortir de l'école. C'est une nouvelle culture. Et on ne se dit pas que oui, mais quelle est ma responsabilité? Est-ce que j'ai le droit de faire sortir un enseignant? On se débrouille. Si on travaille pour le bien du jeune, on le fait. Voilà. Et voilà. Et je crois que la mobilité, elle est vraiment importante. Est-ce qu'il y a une limite, pardon d'employer ce terme-là, à l'intégration d'un monde dans un autre? Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un du médico-social dans une salle de cours? Est-ce qu'on peut imaginer des parents avec quelqu'un du médico-social dans une réunion avec un chef d'établissement? Est-ce que tout ça est possible? Non seulement on l'imagine, mais on le fait. On le fait. Oui, on le fait. Oui. Il faut qu'on soit ensemble au service des besoins du jeune. De toute façon, c'est à son service. On est tous au service d'eux. Et plus on sera ensemble au service d'eux, moins il y aura de barrières. Et plus on sera dans cette fluidité, cette souplesse indispensable à la réussite du potentiel, à l'émergence du potentiel de l'accompagner. Tout à fait. Et je pense qu'on a à apporter l'un et l'autre notre pierre à l'édifice. Je vais prendre un exemple. On a un éducateur de l'IMPRO voisin qui, depuis maintenant quelques années, vient avec son petit groupe de jeunes. L'objectif pédagogique, éducatif de cet éducateur et de l'IMPRO, c'était de faire rentrer ces jeunes dans le milieu scolaire pour retrouver contact avec ce milieu scolaire. Et très rapidement, avec les enseignants spécialisés, se sont dit est-ce que tu peux prendre un peu des jeunes de mon groupe? Je prends un peu des jeunes de ton groupe. Et moi, je suis plus dans le littéraire, toi, tu es plus dans le scientifique. On se fait un petit cours. L'éducateur devient un peu enseignant, mais avec ses compétences pédagogiques ciblées. L'enseignant spécialisé y amène également quelque chose. Et nous, enseignement catholique, on y met les moyens, c'est-à-dire les locaux, l'organisation. Et c'est seulement au bout d'un an où on m'a dit « Mais Jean-Luc, il faudrait peut-être conventionner. Parce que tu accueilles des jeunes qui ne sont pas de chez toi. » Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Bon, et ça a été fait. Mais voilà, on passe au-dessus de tout ce qui est administratif. Oui, il faut prendre des risques pour le bien de ces jeunes, mais tous les jeunes, pas simplement les jeunes de nos établissements. Et pas seulement les jeunes notifiés, les jeunes aussi qui ont des besoins à un moment dans leur parcours, qui ont des besoins particuliers, durables ou pas, et on a à apporter des réponses originales. C'est là où le DITEP, pour le coup, a sa carte à jouer aussi, puisque nous, sur le DITEP Prado, on a un dispositif ressources constitué d'éducateurs, d'enseignants, de la plateforme là, du pôle soins qui peut intervenir à la demande et si nécessaire, pour être en face des besoins de certains élèves pour lesquels on a été appelé, notifié ou pas. Donc oui, ça y est, c'est perméable. Et pourquoi pas une inclusion inversée? J'ai vu cette proposition passer, savoir permettre à des élèves non handicapés de se déplacer au sein d'établissements médico-sociaux. Oui, ou d'être accompagnés par l'établissement médico-social. On va devoir mettre fin à cette première table ronde. Je vous remercie tous, en particulier Mara. J'en prie.
d'être venu témoigner. Et puis, on va se retrouver dans quelques instants. Vous avez de la chance, on a 4 autres invités pour une nouvelle thématique, mais ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Nathalie, vous gardez quoi de ces 45 minutes qui viennent de se passer très vite d'ailleurs? Tout à fait, je ne les ai pas vus passer. Beaucoup de joie, beaucoup d'intérêt, je vous remercie beaucoup. Je pense que ça encourage dans les questions qui se posent. J'espère que ça aura encouragé ceux qui nous ont entendus. En tout cas, sachez que je crois que ça nous dit bien qu'il faut qu'on poursuive sur l'exploration de tous ces liens et des modalités de fonctionnement et avec le médico-social et avec le ministère du Travail, je le retiens bien, oui. et les entreprises. Et je crois que c'est une force véritable de travailler ensemble de plus en plus et de plus en plus en lien. Vous avez l'impression que les entreprises sont toutes prêtes à faire, peut-être pas ce que M. Delaporte fait, mais à contribuer à peut-être insérer davantage les personnes en difficulté ou en situation de handicap? Certainement que non. Ils ne sont pas philanthropiques. Hein. Non, mais certainement que non. Mais en même temps, toutes les écoles ne sont pas prêtes à le faire. Enfin, je veux dire, on sait bien qu'il y a des freins. Il peut potentiellement y avoir des freins partout. On en rencontre de plus en plus, même si... non, on en rencontre de moins en moins. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui bougent. Mais après, c'est la vie. Et il y a sans doute aussi des choses à comprendre, et c'est ce que je trouve assez exemplaire dans le travail qui est fait par M. Delaporte, parce que, en fait, c'est ce temps d'aller à la rencontre, d'entendre, que ce soit le jeune, que ce soit l'entreprise, d'être à l'écoute, et du coup, de voir comment on adapte. Et peut-être, sans doute, a-t-il rencontré des jeunes qu'il ne pouvait pas aller mettre là, ou voilà. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. Mais en même temps, je suis profondément convaincue, et j'étais déjà convaincue de ça, rien que dans la voie professionnelle, pour des jeunes qui sont plutôt en rupture avec l'école, que c'est l'entreprise qui peut nous aider aussi à les réconcilier avec l'école. Voilà, c'est pas que l'école toute seule. Notre deuxième table ronde va commencer dans un instant. Elle sera consacrée à un autre thème important, qui n'est d'ailleurs pas dissociable des échanges précédents, et qui est celui de la formation, de la façon dont on peut faire travailler mieux ensemble les différents acteurs que sont les enseignants, les AESH, les familles également. Très naturellement, nous évoquerons ce grand concept qu'est celui de conception universelle de l'apprentissage. Autour de cette table, et tout le monde est maintenant installé, je retrouve bien sûr Nathalie Tretiakov, que je n'ai pas besoin de présenter à nouveau, adjointe au secrétaire général de l'enseignement catholique, Jacques Bouvet, référent éducation inclusive de la direction diocésaine de Lyon, Marie-Agnès Reynaud, directrice de l'ISFEC Bretagne, Institut supérieur de formation de l'enseignement catholique, on va en parler dans un instant de cette ISFEC, et Noémie Chavannes, qui est chef d'établissement à Saint-Étienne. Voilà. Madame Reynaud, j'ai dit que je voulais commencer par vous parce que je pense que c'est important de dire ce qu'est la réalité d'une unité comme la vôtre et nous dire ce qu'est un ISFEC. J'ajoute que depuis 2023, c'est ça, vous avez ouvert une certification CAPEI pour les éducateurs spécialisés. Et vous nous expliquerez dans le même temps la réalité de ce nouvel acronyme CAPEI. Vous formez les formateurs, si je résume les choses. C'est ça. Les enseignants. Et les enseignants, oui. Voilà. Enseignants et formateurs. Voilà. Des hommes et des femmes, plus de femmes. Plus de femmes. Oui, c'est traditionnel. Plus de femmes dans le premier degré pour les professeurs de l'école, plus équilibré pour le second degré, collège et lycée. Donc nous formons les enseignants dès le début, même avant d'être enseignants, pour les étudiants. Et puis ensuite, quand ils sont professeurs stagiaires, en formation continue, nous formons également les enseignants spécialisés, des enseignants tuteurs, pour des professeurs stagiaires. Nous formons aussi les chefs d'établissement. Donc en fait, ça nous permet en ISFEC d'avoir une vision globale en fait de la formation au service de l'établissement. Tout commence, si j'ose dire, par un creuset commun qui est celui de la formation initiale. On ne parle pas à ce stade nécessairement d'accessibilité ou d'école inclusive. Alors, en fait, toute action de formation doit contribuer à l'accessibilité et à l'éducation inclusive. Mais il faut un début. Et il faut un début. On va commencer probablement par déjà s'entendre sur ce qu'on entend par le métier. Oui. Qu'est-ce qu'être enseignant aujourd'hui? Et ça, c'est important.
Et ça commence dès la première prise de contact, c'est-à-dire quand on accueille un candidat au métier d'enseignant, eh bien, il s'agit de commencer à repérer avec lui quelle est sa représentation du métier et est-ce qu'il a vraiment réalisé ce qu'il va rencontrer. Puis il va faire des stages et là, ça va lui permettre de se confronter vraiment à cette réalité. Donc, je suis fils d'enseignant et j'ai quand même un tout petit peu de mal à comprendre ce que vous dites. Il y a tant de différentes conceptions du métier d'enseignant que cela ? Par exemple, arriver à la porte de ce métier, oui. C'est réaliser assez rapidement que ce métier, c'est au service d'une école pour tous, où tous les élèves vont être accompagnés. Et ça, c'est-à-dire dès le début du parcours, puisque c'est ce qui va permettre en fait à un enseignant d'accepter assez facilement d'entrer dans des dispositifs, par exemple de différenciation pédagogique, une fois qu'il aura maîtrisé voilà ce que ça veut dire faire classe, c'est-à-dire prendre en main un groupe classe. Il faut que les enseignants se questionnent en permanence, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et donc ça commence par la formation initiale. On ne va pas tout de suite dire, voilà, vous devez... on va parler d'école inclusive ou d'éducation inclusive d'emblée, mais on va préparer le terrain pour l'éducation inclusive. C'est-à-dire qu'un enseignant, il a d'abord besoin d'observer, il a besoin d'apprendre à observer ses élèves en classe, il a besoin d'ajuster en fait son niveau d'enseignement au degré et au niveau de la classe. Il a besoin d'apprendre à concevoir des cours, à se perfectionner en didactique. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir, dans un second temps, c'est ce que nous faisons avec les professeurs stagiaires, dans un second temps, c'est-à-dire quelques mois, 5-6 mois après la prise de fonction, une fois qu'ils ont un peu d'expérience, qu'ils peuvent analyser aussi les effets des modalités d'apprentissage qu'ils choisissent et les effets sur les élèves, alors là, on va pouvoir leur permettre de rencontrer les acteurs de l'éducation inclusive. Et pour cela, nous organisons des temps forts où ils vont pouvoir rencontrer des enseignants spécialisés, des chefs d'établissement, différents acteurs du médico-social aussi, et comprendre en fait quelle est leur action dans le système et les points d'appui qu'ils peuvent avoir dans l'établissement scolaire et avec les partenaires. Mais il faut que ça se fasse progressivement, tout ça. Mais vous êtes en brain trust permanent dans un ISEC. Exactement. Y compris avec le chef d'établissement que vous êtes ? Oui. Oui, surtout ? Oui. Et nous avons un autre volet qui est donc la formation continue. Oui. Et en particulier, un dispositif qui est très intéressant, ce sont les formations collectives. Ce sont les formateurs qui se déplacent dans les établissements et qui accompagnent une équipe, un chef d'établissement et son équipe, un ensemble scolaire qui a choisi de travailler sur un objet précis. Et là aussi, on peut dire que beaucoup d'entrées proposées en formation collective contribuent cette approche en fait d'une éducation inclusive. Quand on parle de classe flexible, quand on parle de classe inversée, quand on parle de dispositif école dehors, on amène les enseignants à sortir d'une représentation peut-être un peu rigide d'un enseignement et à oser plus de flexibilité. Et donc plus d'adaptation pour tous les élèves. Qu'est-ce qui ressort généralement des premières phases avec les enseignants ? Vous ressentez une vocation absolument parfaite qui par la suite va devenir un peu différente. Il y a des vocations complètement différentes. Il y a des gens qui sont déjà des enseignants spécialisés dans leur tête ou d'autres qui sont des éducateurs. Oui, je pense qu'il y a cette diversité, en effet. Et pour nous, il s'agit d'accompagner des parcours, en fait. On peut arriver avec une certaine représentation, et puis au cours de sa carrière, on va faire des rencontres. C'est le mystère des rencontres. Et évoluer dans ces représentations. Et nous avons besoin aussi, dans les établissements, d'une diversité et d'une complémentarité entre les enseignants. Il faut pas nier aussi
par rapport au sujet qui est le nôtre, là, de l'éducation inclusive, qu'il y a des craintes, des peurs exprimées par les enseignants. Et pour les formateurs, l'enjeu, eh bien, c'est de prendre en compte ces craintes, ces peurs. Vous pouvez préciser ce que sont ces par exemple, peurs et moi, ces je veux dire, un jeune enseignant qui débute, qui a tout à apprendre du métier, donc qui est forcément assez centré sur lui, hein, c'est évident, il va falloir qu'il assume complètement la gestion d'un groupe. Eh bien, à la rentrée, quand il reçoit la liste des élèves avec des étiquettes correspondant aux différentes situations d'élèves à accompagner, pour lui, ça lui met une pression énorme et vraiment une peur. C'est pour ça que cette stratégie que nous avons développée d'un accompagnement progressif, eh bien, ça leur permet, à la fin de cet temps fort là où nous organisons des rencontres avec les différents acteurs de l'éducation inclusive, ça leur permet de dire mais nous ne sommes pas seuls, nous pouvons prendre appui sur les autres acteurs de l'éducation inclusive dans l'établissement, et ça fait vraiment baisser la pression. Et là, j'ai une image d'une photographie réalisée par des jeunes enseignants, justement, en fin de journée, après ces rencontres avec les acteurs. Et ils avaient représenté l'école inclusive comme une école désirable, quoi. C'est-à-dire que l'école devient l'école inclusive, quoi. Ouais. Ils ne sont plus en souffrance à compter de ce moment-là. Ils sont en mouvement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en souffrance, hein, et qu'ils peuvent avoir encore des craintes, mais ils sont en mouvement, ils sont rassurés, ils peuvent compter les uns sur les autres. Et c'est la même chose en formation collective. C'est-à-dire qu'un premier temps d'une formation collective, c'est un temps où on va accueillir les craintes, les peurs, sécuriser, mettre en sécurité le groupe pour que la parole se libère, parce que ce n'est pas facile non plus de parler, de s'exposer devant ses collègues et les chefs d'établissement. La souffrance des enseignants, c'est quelque chose... J'ai souvenir que quand on s'est parlé, M. Bouvet, vous avez à un moment donné mis l'accent sur ce point-là également. Sur le terrain, on rencontre effectivement actuellement beaucoup d'enseignants en souffrance. On est dans cette période de transition, on voit bien, dans un entre-deux, qui est du coup forcément déstabilisant, insécurisant, perturbant, parce que les repères sont un peu bouleversés. Effectivement, on part d'une représentation du métier, d'une culture assez normative, un mode d'enseignement transmissif, simultané. Ça, c'est les repères que beaucoup d'enseignants ont vécu. Et du coup, ils arrivent souvent dans le métier avec ces représentations, avec ces pratiques. Et du coup, cette loi du 11 février 2005, même si il y a 20 ans maintenant, elle a perturbé beaucoup d'enseignants. Elle a amené une nouveauté, mais elle a supposé des repères qui font qu'aujourd'hui, les enseignants sont rentrés vraiment dans l'accompagnement. Ils y sont allés. Alors, on parlera accessibilité, compensation. Ils y sont beaucoup allés sur le terrain de la compensation. Mais tout en maintenant ces pratiques, cette culture transmissive, mode d'enseignement simultané. Je vais transmettre un savoir à des élèves. Et puis, j'ai 5 élèves avec un PAP, et puis j'ai tant de PPRE, et puis j'ai tant de mise en œuvre. Les programmes personnalisés de réussite éducative pour des enfants qui sont en difficulté, les PAP, plans d'accompagnement personnalisés pour les enfants avec des troubles. Et tout ça, c'est je fais ma classe, et en plus, j'ai tant d'élèves, et il faut que je m'en occupe en plus. Et ils le font bien. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on touche les limites de ce système qui fait que les enseignants sont épuisés et donc en souffrance. Moi, je le dis souvent quand je rencontre les enseignants, je commence par leur dire il y a une forme de maltraitance institutionnelle qui est faite actuellement aux enseignants. Parce qu'on vous demande, et on vous a demandé d'emblée, d'accueillir dans ce système traditionnel qui... on ne va pas refaire l'histoire, mais qui, à la base, a été fait pour faire de l'uniformité. Il s'agissait de construire une identité française avec des petits Français qui parlaient breton, basque, corse, et une identité française qui n'existait pas. Et l'école va être cet outil au service de cette construction d'une nation unie, où tout le monde pense pareil,
agit pareil. Mais aujourd'hui, ce système-là ne convient plus. Et du coup, maltraitance institutionnelle, parce qu'on demande, dans ce système qui a été pensé pour faire de l'uniformité, d'accueillir la diversité des profils d'élèves. Forcément, il y a quelque chose qui coince. D'où tout ce travail qu'on mène actuellement avec les ISFEC et puis dans les DEC pour accompagner les enseignants vers ce changement qui est changement de posture, changement de pratique, changement de représentation, changement de regard. Souvent, je questionne les enseignants. Enfin, on est en train de modifier. Qu'est-ce que c'est qu'un bon élève? Le bon élève d'il y a 20 ans, c'est plus la même manière d'appréhender l'élève aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un bon enseignant qui tient sa classe, qui fait classe à des élèves qui écoutent? C'est plus ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un bon établissement qui a les très bons résultats? Oui, mais en fait, non. Comment est-ce qu'on accompagne ça? Tout ça, ça perturbe les repères et ça nécessite d'accompagner de manière plurielle ce changement-là, les enseignants, à la fois dans leur pratique, mais aussi dans leur posture, pour qu'ils soient en mesure de prendre en compte cette classe avec la diversité des profils d'élèves, mais aussi de travailler avec des familles qui sont souvent dans une attente. Elles ont bien compris que la loi suppose que l'élève soit pris en compte dans l'intégralité de ses besoins, dont acte. Oui, mais l'enseignant, lui, il est en chemin et c'est compliqué. Donc ça suppose d'accompagner les enseignants là-dedans aussi. Puis avec effectivement le travail avec tous les partenaires du médico-social. Vous en avez parlé sur la table précédente. Mais c'est pas simple, c'est pas toujours simple. Quand parfois vous avez un psychologue qui dit à l'enseignant, en fait, vous devez mettre ça en place. Et en ayant, lui, le regard sur l'élève dans son cabinet en vis-à-vis et qui, parfois, ne prend pas en compte la réalité d'une classe avec 20, 25, 30 élèves et un enfant qui, lui, ne se comporte pas forcément de la même façon et réagit. Et l'enseignant, lui, on lui demande de mettre en place des aménagements qui ne sont pas simples. Donc, nécessité d'accompagner. Madame Chavannes, beaucoup de choses ont été dites à la fois par Madame Renaud et Monsieur Bouvet. Qu'est-ce que vous retenez en priorité de ce qui a été dit? La solitude de l'enseignant, le travail d'équipe, la résistance au changement, le changement nécessaire, et puis la conception universelle de l'apprentissage. Mais il n'y a pas que de l'apprentissage. Il y a des tas de conceptions universelles possibles. Ce que je retiens, c'est le mot accompagnement. Moi, en tant que chef d'établissement, je me dis que ma mission, c'est d'accompagner chacun des membres de la communauté éducative. Chaque élève, chaque enseignant, chaque parent, chaque ASEM, chaque AESH, pour que, ensemble, on tende vers des établissements universels. J'y crois beaucoup. Et pour ça, il y a 2 missions où je me dis, en tant que chef d'établissement, déjà, y croire soi-même, parce que du coup, on pilote à travers ce prisme-là, à travers le prisme de l'éducation inclusive. Moi, je vais même au-delà. Je fais le lien avec la culture bien traitante. Pour moi, ça ne fait qu'un. En fait, c'est l'éducation intégrale. C'est accueillir chacun et se dire, notre mission à tous, c'est de le faire grandir dans sa tête, dans son cœur, dans son corps, mais chacun de nous. Et du coup, en étant vraiment dans une réponse aux besoins de chacun. Et je suis profondément convaincue que quand on fait le lien avec le climat scolaire, on va mettre en œuvre des pédagogies coopératives. Vous parliez de classe dehors, de classe inversée, de classe flexible. On va y mettre de la flexibilité et ça va permettre une sérénité qui va permettre une alliance éducative, une confiance mutuelle et un accompagnement. Mais pour vous avez entendu ce que disait M. Bouvet. Vous avez raison, la flexibilité. Très, très joli mot, mais quand en face vous avez des résistances qui plaident en faveur de l'uniformité, comment est-ce qu'on arrive à résoudre ce combat titanesque? Tout à fait, c'est vraiment... En fait, je suis assez convaincue qu'en partant des préoccupations des enseignants, on peut essayer de faire bouger les lignes. Les enseignants, ils ont une forte préoccupation qui est tout à fait légitime, c'est comment aujourd'hui,
je peux gérer une classe quand j'ai, ce que disait Jacques, différents PAP, différents élèves avec différents accompagnements. Des cas tous différents. Des cas tous différents. Et du coup, l'idée, c'est, moi, mon travail de chef d'établissement, c'est d'accompagner les équipes à rééquilibrer, à trouver un équilibre entre compensation et accessibilité. En fait, c'est vraiment de dire, finalement, les aménagements pédagogiques qui sont pensés pour un élève, en fait, tous les élèves, quels qu'ils soient, ont besoin, et nous aussi, adultes, de repères temporaires, de pauses, de pouvoir avoir du temps pour consolider ses apprentissages, etc. Et l'accessibilité universelle, elle est de questionner son enseignement. Que se passe-t-il dans ma classe ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la meilleure... j'ai des compétences à transmettre à mes élèves. Est-ce que ce sera plus efficace qu'ils travaillent telle compétence seul, en petits groupes, en groupe classe ? C'est vraiment de repenser différentes organisations pédagogiques, sans balayer tout ce qu'on a appris avant, mais c'est comment je peux me servir et des pédagogies plus conventionnelles et des pédagogies plus actives, plus flexibles, pour du coup penser les aménagements pédagogiques à travers une organisation de classe. Et on va permettre à tous de retrouver en fait un bien-être. Moi, je le mets très en lien avec le climat. La qualité relationnelle qu'on va développer avec nos élèves, avec les parents, tous ensemble en réseau, va énormément jouer sur la sérénité et va donner la motivation nécessaire aux enseignants pour réussir à travailler sur ce changement de paradigme. Et moi, je me dis vraiment, mon travail, c'est d'accompagner les enseignants dans cette évolution du métier. Parce qu'en fait, les enseignants ont cette sensation, qui est légitime, qu'on leur a imposé un changement de métier. Parce qu'il y a des représentations dont vous parliez chacun, une représentation du métier, donc c'est important de venir questionner sa posture, ses croyances, ses convictions, ses motivations. Et moi, je me dis, à partir du moment où on essaye de se dire, il y a une évolution du métier, parce qu'il y a une évolution de la société, et du coup, mon travail en tant que chef d'établissement, c'est d'outiller les enseignants à ces nouveaux gestes professionnels. Je compare un peu ça aux chirurgiens. Un chirurgien, il apprend, il doit, je connais pas la chirurgie plus que ça, mais il doit apprendre à opérer différemment parce qu'il y a des nouveaux outils, voilà. Et un enseignant, c'est pareil. Mais du coup, il faut leur donner les clés, il faut leur donner les outils de formation et se mettre en réseau et du partenariat. Quand le laser est arrivé, les chirurgiens ont dû s'y adapter. Vous avez tout à fait raison. Monsieur Bouvet ? Ce qui est aussi important, c'est... Parce que je fais attention avec les enseignants je leur dis attention à l'effet balancier. L'effet balancier, c'est, on était en gros, c'est caricatural, schématique ce que je dis, mais on était dans du tout transmissif, tout enseignement simultané. Attention de ne pas basculer non plus dans le tout flexible, le tout... individualisé pour les élèves parce que il y aurait un risque d'aller dans quelque chose de trop. Et il y a dans les pratiques traditionnelles, dans le mode transmissif, du très nécessaire pour la structuration de l'enfant. Donc, c'est aussi aider les enseignants à repérer qu'est-ce que vous faites déjà plein de choses de bien, qu'est-ce que vous faites déjà de bien, comment le valoriser. Et comment on va, par exemple, garder le transmissif ? Parce que c'est nécessaire, y compris pour une classe de 25 élèves. Parce que ce que l'élève va mobiliser pour écouter un enseignant, c'est fondamental pour la structuration de l'élève. Et ça, c'est important, de se dire, le transmissif, il faut le garder. Mais quand ? Mais pourquoi ? Combien de temps ? Ça fait partie des repères à transformer. Et puis, oui, à un moment donné, oui, les élèves, lorsqu'ils se mettent au travail pour s'approprier une notion, là, il y a besoin, pour que ce soit accessible, de proposer aux élèves toute une palette de pratiques coopératives, individualisées, où l'élève va avoir le choix des outils
et des outils numériques aussi, qui offrent aujourd'hui des opportunités d'adapter les pratiques qui peuvent soulager le métier de l'enseignant aussi. On va en reparler. Donc ça, c'est l'accompagnement qu'il est nécessaire de faire sur comment ajuster les pratiques. Mais il ne s'agit pas de dire que tout est mauvais de l'école traditionnelle. Non, il y avait plein de choses qui étaient bien, mais encore une fois, pourquoi, quand, d'ajuster les pratiques. Madame Renaud. Oui, je pense qu'il ne faudrait pas non plus qu'on imagine qu'il y a 20 ans, 30 ans, tout était traditionnel ou sous le mode transmissif. Bien sûr. Il y avait déjà des initiatives tout à fait intéressantes de différenciation. Je dirais qu'aujourd'hui, peut-être que les enseignants vont plus vite, malgré les résistances, mais ils vont peut-être quand même plus vite vers de la différenciation pédagogique. Par exemple, moi, j'ai la chance de participer tous les ans aux oraux de validation de fin de parcours des professeurs stagiaires, donc j'en vois quelques-uns, et je remarque que dans les compétences professionnelles qu'ils ont dans leur référentiel, ils ont à en choisir 2 ou 3 pour faire une relecture de leur parcours d'année, et pratiquement à chaque fois, il y a la compétence liée à l'accueil et l'accompagnement de tous les élèves. Donc ça veut dire que d'emblée, c'est quand même une préoccupation de tous les enseignants, et ils peuvent prendre appui sur des enseignants expérimentés en établissement qui, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ont cette pratique en fait de la différenciation. Et nous travaillons avec les tuteurs d'enseignants aussi, enseignants débutants, sur ces questions-là aussi. Donc en fait, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit vraiment de préparer un terrain qui va leur permettre de trouver leur place au milieu des autres acteurs. Et dans les autres acteurs, il y a les enseignants spécialisés. Et depuis, vous l'avez dit, depuis 2 ans, nous avons la chance, je dirais, à l'ISFEC, de former les enseignants spécialisés au KPI, c'est-à-dire à la certification qui va leur permettre de devenir enseignants spécialisés. Et nous mesurons bien combien ces enseignants spécialisés peuvent être des personnes ressources au sein des établissements. Et la formation pour le KPI évolue dans ce sens-là, d'ailleurs, de façon à ce que chacun trouve sa place. Et un formateur qui intervient en formation collective me disait l'autre jour, souvent, dans le premier temps de formation collective, je ne repère pas forcément l'enseignant spécialisé dans l'équipe. Et puis, une fois que tout est installé, qu'on est dans un climat de confiance, de bienveillance pour que la formation débute, petit à petit, l'enseignant spécialisé va prendre la parole, va dire en quoi il peut accompagner et être un point d'appui pour les enseignants. Et donc, c'est un collectif, en fait, qui se met en mouvement. C'est-à-dire que personne n'a la solution pour tout de suite. En revanche, ce qui compte pour le chef d'établissement, je pense, c'est et vous l'avez dit, c'est de créer un mouvement, une dynamique d'une équipe où chacun sait quelle est sa place, comment il peut contribuer et sur qui il peut prendre appui. Et avec un projet partagé, c'est-à-dire que le projet, il doit être nommé aussi. Donc les formations projets d'établissement sont très importantes aussi pour ça. Elles vont permettre de fixer un cap finalement pour l'équipe, un cap explicite. Il y a deux choses que j'ai entendues lors de la préparation de ces 2 tables rondes, et je voudrais vous faire réagir. D'une part, une différence entre un premier degré où c'est plus facile et un deuxième degré où ça l'est moins. Et la deuxième chose étant, est-ce que... bon, je l'ai oublié. On va reparler dès que je l'aurai retrouvé et remise en tête. Mais pour la première, le côté... ce que je disais à l'instant, c'est compliqué, plus compliqué, premier et deuxième degré ? Ah oui, ma deuxième question, c'était les enseignants, parfois, prennent mal le mot éducateur. Voilà, c'est deux choses. Je les ai entendues, je ne pourrais pas dire qui exactement me l'a dit, mais c'est quelque chose que j'ai retenu parce que ça m'a frappé. Voilà. Alors sur la première chose, premier, second degré, je pense que c'est une histoire de temps.
Dans le premier degré, on a des temps pour se concerter. Et donc, du coup, et puis des formations collectives. Donc, on a du temps pour se former et du temps pour se concerter. À partir du moment où on travaille ensemble, le chef d'établissement va utiliser ce temps en concertation avec une équipe. Moi, j'aime beaucoup le fait, effectivement, de partir sur un cap. Et je pense que c'est important parce qu'au premier degré, en plus, on a le luxe de pouvoir le faire, vu qu'on a du temps. C'est vraiment d'élaborer des projets de formation systémiques et pluriannuels, quoi, de se dire, voilà, on part de quoi et on veut aller où, pour aller étape par étape. Parce que le pas à pas de chacun, quand on dit les familles, parfois il faut du temps pour vraiment construire une alliance avec les établissements, et un enseignant, c'est pareil. L'enseignant, il a une liberté pédagogique, il va s'inspirer de certaines choses de la pédagogie plus traditionnelle, de certaines pédagogies plus actives, d'innovation et de projets qui portent aussi lui. Moi, je me dis, c'est tellement important. Si on aime la musique, on prend sa guitare et on amène sa guitare en classe. Et comme ça, on est dans une joie d'enseigner. Enfin, c'est vraiment, il y a les projets qu'il porte lui, différentes pédagogies avec lesquelles on va s'inspirer. Et on est chacun là où on en est. Et donc, vraiment, ce pas à pas est très important. Et du coup, pour monter des projets de formation collective, c'est intéressant de partir d'un état des lieux. Moi, en l'occurrence, dans mon établissement, je suis partie du plan boussole, parce qu'en fait, on peut vraiment raccrocher l'éducation inclusive à l'intérieur, parce qu'il y a des axes pédagogiques, des axes de fraternité, etc., pour ensuite qu'ensemble, avec l'équipe, on puisse prioriser les actions à mener, et notamment dans le cadre de la formation. Parce que quand on veut travailler sur la posture, sur la pratique et sur le climat scolaire, c'est dans quel ordre on le fait? Est-ce qu'on le fait parallèlement? Qu'est-ce qu'on propose à toute la communauté éducative? Qu'est-ce qu'on propose aux enseignants? Comment on intègre les AESH, qui ne sont pas sur les mêmes temporalités? Mais dans le premier degré, c'est quand même des choses qui sont possibles. Nous, on a une journée par an avec tout l'ensemble scolaire, premier, second degré, où on a fait du coup une année sur l'accessibilité universelle, une autre sur prendre soin de soi en tant qu'enseignant, parce que oui, il y a une souffrance enseignante qui s'entend complètement. Et donc, comment est-ce que... Moi, mon métier de chef d'établissement, c'est d'essayer de faire sauter ces obstacles. Donc, comment je peux prendre soin de moi? En travaillant mes compétences socio-émotionnelles, par exemple, parce qu'on est dans un métier de relation. Et puis après, il y a des temps plus en équipe, avec de l'analyse de pratique. Nous, on a aussi des commissions de travail en concertation, où chaque enseignant s'est mis dans une commission qui lui plaît, pour travailler sur les évaluations nationales, par exemple. Comment est-ce qu'on intègre ça dans nos classes, sur le bien-être, sur les cours de récré, sur plein de sujets. Second degré, c'est plus difficile pour une histoire de temps. Certains enseignants sont sur plusieurs établissements. Il y a moins ces temps de concertation. Après, moi, second degré, je suis pas moins spécialiste peut-être que toi. C'est vrai que dans le premier degré, il y a un temps institué de concertation avec un volume horaire défini, ce qui n'est pas le cas dans le second degré. Donc ça va être à l'initiative de l'établissement de trouver une organisation qui va permettre d'avoir ces temps collectifs, en fait. Ces temps où on va pouvoir se retrouver, pouvoir faire le point, pouvoir analyser. Alors c'est vrai que ça va être des temps de formation, des temps de journée pédagogique, des temps de concertation qu'on va poser. Mais ça suppose une adhésion en fait, de l'équipe à cette organisation. Ça se travaille vraiment avec les enseignants en partant de leurs besoins. Ça, c'est important. Monsieur Bouvet, vous allez peut-être nous parler de pédagotroc, non? Le pédagotroc, on est un peu dans la logique. Oui, tout à fait. Par rapport au second degré et pour arriver au pédagotroc, c'est vrai qu'il y a une question de temps, d'organisation, mais on voit aussi des postures différentes. Alors déjà, le premier degré a fait la bascule que le second degré n'a pas encore fait. C'est-à-dire on a cette approche et cette organisation-là. Le second degré, on est quand même sur le compte à rebours pour aller au bac. Et il y a toutes les histoires des examens qui aussi est imprégné. Et il faut que l'élève réussisse à l'examen. Et ça peut constituer un frein à la mise en place des aménagements pédagogiques. Le second degré, le collège, c'est 6, 5, 4, 3. C'est le compte à rebours vers le bac. Et les enseignants du second degré seraient sensibles à la réussite aux examens.
Alors, il y a plein d'aménagements qui se mettent en place actuellement. Chaque année, un peu plus, ça se perfectionne. Et du coup, ça peut faire lever les pratiques. Mais on voit que les enseignants du second degré ont du mal à aller vers ces aménagements-là et à comprendre un peu ce qui est attendu d'eux vis-à-vis des élèves. Donc, c'est en chemin. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que quand un enseignant du second degré a fait la bascule, moi, je suis impressionné. Parce qu'une fois qu'il a fait la bascule, qu'il a compris en fait ce qu'on attend de lui et la prise en compte des besoins de l'élève, alors ça va très vite. Il dit « Ok, ça y est, j'ai capté, j'ai compris, j'y vais et ça va très vite. » Du coup, pour accompagner les enseignants sur les évolutions, l'idée du pédagotroc a été de mutualiser les pratiques. Il y a plein de choses qui se font, vous le disiez, dans les classes, plein de choses qui ont déjà été mises en place. Eh ben, on va le partager et donc on organise une journée pendant laquelle on a chez les enseignants qui souhaitent présenter une pratique qui marche, une pratique innovante, et la plupart du temps, on est dans une démarche inclusive, s'inscrit et a 45 minutes pour proposer à ses collègues une pratique qu'il a mise en place. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et puis c'est un échange. Et je trouve que c'est complémentaire de la formation. Chacun conservant sa liberté d'éventuellement adopter ou pas. Complètement. Et c'est vraiment, dire, en fait, le collègue a réussi ça dans un contexte, et puis souvent, ils prennent les coordonnées des personnes, se recontactent, voire font des échanges entre eux. Donc ça, c'est une modalité de développement des pratiques. C'est combien de fois par an, ça ? Alors, on a une journée pédagotroc par an, mais on a aussi une journée classe ouverte. C'est un peu le pédagotroc, mais venez voir dans ma classe, parce que c'est là où je vais vous montrer le fonctionnement de ma classe et la démarche, l'outil, comment ça fonctionne dans ma classe. On a aussi mis, alors cette année, pour ouvrir les enseignants aux dispositifs spécialisés, une journée dispositif ouvert. C'est-à-dire, on prend SECPA, les UPE2A pour les élèves allophones, les ULIS pour les élèves porteurs de handicap, les dispositifs ULIS, les IME, les ITEP, et venez découvrir à l'intérieur dans nos murs. Et les retours des enseignants, ça a été de dire « Ah mais c'est la première fois qu'on mettait les pieds dans une SECPA, ça restait quelque chose d'un peu, un peu flou, un peu trouble, on ne voyait pas, et maintenant on voit bien. » Donc ça, c'est quelque chose qu'on va perpétuer. J'ai l'impression d'avoir des responsables de laboratoires de recherche autour de moi, là, c'est formidable. Madame Renaud. Oui, moi je pense que ça me faisait penser au pas de côté, en fait, qu'on fait faire en allant ailleurs. Et en formation initiale, on le propose aux enseignants aussi. Je suis enseignant en terminale et je vais aller voir une petite section en maternelle et voir comment s'organise en fait l'accompagnement du groupe d'élèves. Ça, ces moments où on va dans un autre cadre, une autre situation, ou alors se retrouver enseignants de toutes les disciplines, de collège, lycée professionnel, formés ensemble, oui, ça crée des déplacements et ça permet d'ouvrir d'autres possibles. Madame Chavannes, ça vous oui, inspire Oui, c'est parce que ça me fait penser à vraiment le témoignage, en fait. Témoigner, montrer... nous, on essaye de le faire à l'école en regardant plutôt des petites vidéos en fait, sur différentes pratiques de classe quand on est en temps de concertation ou d'analyse de pratique, pour montrer ce qui existe dans d'autres endroits, pour ensuite après échanger sur qu'est-ce que moi j'aurais envie en tant qu'enseignant de prendre dans ce que j'ai vu là, dans ma pratique, qu'est-ce que par contre je n'ai pas envie de prendre, parce qu'on a chacun notre liberté, pour que chacun construise sa classe, en fait. Et se sentent à l'aise pour faire classe. Je reviens sur ma question de tout à l'heure, vous y répondez brièvement ou pas, comme vous voulez. Il y a un problème entre l'enseignant et le mot éducateur ? Oui et non. Oui et non. Un enseignant aujourd'hui qui n'a pas intégré les démarches éducatives pour accueillir un élève dans la globalité de ses besoins et qui est purement dans une posture d'enseignant de transmission de savoir, il va être en difficulté parce que les besoins des élèves sont larges et du coup, il y a nécessité de pouvoir mettre en place un cadre
contenant, sécurisant. Donc ça, on est un peu sur le versant éducatif. Des rituels d'accueil pendant lesquels on va travailler avec sur les émotions des élèves, sur pouvoir poser ses émotions, gérer la dimension, la dynamique d'un groupe classe avec des comportements compliqués qui nécessitent des interventions sur le plan éducatif. Donc oui, un enseignant doit développer ses compétences éducatives qui enrichissent son métier d'enseignant, en fait, et qui font partie intégrante de son métier. Après, effectivement, il y a... Alors, moi, j'ai la chance d'avoir travaillé en ITEP à une époque où j'étais enseignant et donc je travaillais avec des éducateurs, une équipe médicale, et d'avoir vécu la bascule de la pluridisciplinarité à l'interdisciplinarité. Ça, c'est très intéressant parce que du coup, on veillait à ce que chacun reste dans son champ d'action. Moi, j'étais enseignant, l'éducateur, etc. Par contre, la pluridisciplinarité, en gros et schématiquement, c'était chacun était dans son champ d'action. Et on ne marchait pas sur les plates-bandes du voisin. Mais l'interdisciplinarité, c'était de dire, moi, enseignant, j'ai une dimension éducative dans mon métier, donc que je partage avec l'éducateur du pôle éducatif, qui, lui aussi, dans sa posture d'éducateur, complète mon métier d'enseignant. Et du coup, on avait des zones où on était sur les mêmes compétences. Par contre, moi, j'étais dans ma classe enseignant, pleinement enseignant avec cette dimension éducative, mais j'avais en appui un éducateur qui me permettait, à un moment donné, avec un élève, de dire là, ce que tu donnes à vivre, là, on n'y est plus. On n'est plus en classe, là. Donc, tu vas le poser du côté éducatif. Et on faisait des va-et-vient. Ça se met en place aujourd'hui. Les dispositifs d'autorégulation vont vers cette dimension-là, apprendre à l'élève à gérer ça. Mais par contre, c'est vrai que du coup, j'étais enseignant et pas éducateur. Et des fois, il y a cette crainte de perdre l'identité d'enseignant qui est quand même de transmettre des savoirs. Madame Savane. Oui, pour moi, le enseignant avec éducateur, c'est dans le projet de l'enseignement catholique. C'est qu'en fait, on sait que quand on enseigne, il y a la prise en compte globale de chaque élève qu'on accueille. Et donc, du coup, ça nécessite effectivement un peu de compétences d'éducateur. On est éducateur au sens large. Et c'est pour ça que pour moi, quelque part, presque la question, je ne me la pose pas, parce que je me dis, elle est à la base. Quand l'enseignant il choisit de s'inscrire dans d'avoir son parcours professionnel dans l'enseignement catholique. Madame Orlon ? Oui, c'est ce que je disais au début de l'intervention quand on parle de conception, représentation du métier. Il faut être clair quand on recrute des enseignants. C'est ce qui est attendu aujourd'hui. Donc, on ne peut pas séparer enseigner et éduquer. Sinon, il n'y a pas d'apprentissage, en fait, pour les élèves. Donc ça, c'est l'institution qui l'affirme et qui le réaffirme. Et je pense que c'est plus aisé pour un chef d'établissement, pour un enseignant spécialisé aussi dans un établissement, de prendre appui sur ce qu'attend l'institution pour accompagner ensuite les enseignants dans l'équipe. Mais il y a un dernier point que je voulais souligner, moi, c'est qu'il y a un point de vigilance à avoir à ne pas laisser des responsables isolés aussi. Il y a à faire attention à ce que les chefs d'établissement, les enseignants spécialisés, par exemple, ne se retrouvent pas seuls à porter cela. Ça doit être vraiment un projet partagé avec toute la communauté éducative et les parents, dont les parents. On n'en a pas parlé, mais les parents aussi. ont à être associés. D'ailleurs, on avait imaginé de proposer des formations où on associerait les publics, c'est-à-dire enseignants débutants,
parents débutants, parce qu'on débute aussi en tant que parents. Nous, on fait des cafés des parents. Voilà. C'est formidable, c'est très chouette. C'est malheureusement la fin de cette table ronde. Vous étiez passionnant, je vous le dis en toute sincérité. Un dernier mot peut-être pour conclure, Nathalie Tretiakov. Je reprends parce que j'avais noté plein de choses. Ah non, il va falloir être court. Il va falloir que je sois courte. Alors d'abord, merci beaucoup, parce qu'en fait, vous avez redit effectivement des choses qui sont bien le cœur du projet d'éducation de l'enseignement catholique, quand vous avez rappelé la place de la personne est au centre, toutes les personnes, pas que l'élève, l'enseignant aussi, et il faut être attentif à tous. Et puis la personne, c'est pas l'individu, et donc la place du collectif me paraît, moi, véritablement indispensable. Et en fait, ce qu'il faut dans l'éducation inclusive, c'est apprendre à vivre avec les autres, et pas forcément penser tout de suite personnalisation trop forte, quoi, ou individualisation, puisque la personne, c'est ce qui la distingue d'un individu. Vous avez parlé de qualité relationnelle, et ça, je pense que c'est vraiment ce à quoi notre projet d'éducation nous invite. L'éducation intégrale, effectivement, avec effectivement dans l'enseignement catholique, l'identité de l'école catholique, on l'a dit bien comme ça, l'enseignant est aussi éducateur. Alors moi, j'ai tendance à penser que c'est pour tout enseignant aujourd'hui. Je crois qu'on n'a pas le choix. Voilà. Alors il y a des moments où on enseigne plus, mais puis l'école pour tous va évidemment nous y inviter. Et puis je terminerai parce que vous avez dit sur le climat scolaire, je crois qu'effectivement, si l'école pour tous est travaillée collectivement, je pense que la place du collectif est absolument essentielle, avec une visée de bientraitance et surtout le fait de se dire il faut que les élèves, quels qu'ils soient, quelle que soit leur différence, soient heureuses de revenir le lendemain à l'école. Voilà, et cette sensation d'avoir appris, c'est déjà extrêmement important, et c'est ce à quoi nous œuvrons, avec toute la richesse de la diversité, mais en même temps toute sa complexité. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous, merci aux équipes d'Audace d'avoir permis la réalisation de ces tables rondes, et merci à vous tous qui avez été attentifs et avez apprécié ces deux tables rondes derrière toutes les caméras qui sont devant moi. Merci, à bientôt.